Salut Internet. Vous le savez, j'adore la géographie. Alors quand je suis tombé sur une liste de plus de 1000 pays disparus dans l'histoire, non là c'était trop, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une petite sélection. Vous allez voir, certains sont compliqués comme on aime, restez bien concentrés. Entre le 18e et le 19e siècle, la Floride fut espagnole, puis britannique, puis à nouveau espagnole, puis états-unienne. Tout ce merdier pour un lopin de terre blindé d'araignées, de serpents, de moustiques, d'alligators. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'échelle internationale, mais si on s'y penche de plus près, ces embrouilles ont surtout laissé place à un territoire peu administré. Ce qui arrange bien William Augustus Bowles, un militaire américain qui est devenu l'ennemi numéro 1 non seulement de l'Espagne, mais aussi des États-Unis, réussissant l'exploit de les mettre d'accord sur au moins un sujet, l'éliminer de la planète Terre. Cet homme ultra badass a d'abord été capturé par les Muskogee, un peuple natif, avant, tenez-vous bien, de devenir l'héritier de la chefferie de cette même ethnie. D'où la tenue originale sur ce portrait. À la fin du 18e siècle, il fait tout pour créer un état natif libre qui réunit tous les peuples autochtones de la région et qui leur assurait l'indépendance face à l'Espagne ou aux États-Unis. Il y avait la fâcheuse tendance à s'étaler un petit peu à cette époque. Pour ça, il tente en 1792 de prendre possession du comptoir espagnol de San Marcos de Apalache. Mais malheureusement, il se fait gauler et est direct expédié sur la case prison, notamment en Espagne. Et puis il s'échappe, et devinez qui est de retour quelques mois plus tard en Floride. Non mais le culot du mec quand même. Faut s'imaginer, les Espagnols sont de nouveau en sueur, et ils ont raison, car dès son retour en 1799, il se déclare directeur général et commandant en chef de l'État libre Muskogee. Et comme il est généreux, ce bon William, ou malin au choix, il rameute dans sa nation plein de monde, des pirates, des esclaves fugitifs, des séminoles, des déserteurs, de quoi bien agacer les colons américains. Non mais quand je vous disais qu'il était dans le viseur de tout le monde, et comme il s'arrête jamais, il déclare la guerre à l'Espagne en 1800. Le conflit dura quand même jusqu'en 1802, jusqu'à ce que les différents groupes de l'état de Muskogee signent un traité avec l'Espagne, indépendamment de Bowles, qui refuse. Il finit par se faire capturer en 1803 et livré au gouverneur espagnol. Direction un pays que j'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises, le Japon. Avec une famille impériale au pouvoir depuis plus de 2600 ans, j'imaginais une histoire du pays plutôt simple, plutôt linéaire. Grossière erreur, vraiment. C'est un immense foutoir, ce truc. Et à l'intérieur de ce foutoir, il y a eu la République d'Ezo, disparue des radars au bout d'à peine 6 mois d'existence. Mais avant de parler de sa fin, retour en 1868. Le Japon est en plein milieu de la guerre civile de Boshin, qui oppose d'un côté le shogunat de Tokugawa et de l'autre les fidèles de l'empereur Meiji. Je vous passe le moment où ils se tapent sur la gueule et ont l'air de faire des Naruto Run pour arriver au moment où l'empire gagne et le shogun et tous ses hommes se soumettent. Tous non, à un groupuscule d'irréductibles hommes du shogunat dirigé par l'amiral Enomoto Takeaki fuit vers le nord sur l'île d'Hokkaido et la déclare République indépendante d'Ezo avec pour capitale Hakodate. Au départ ils sont plutôt chill à Ezo, ils proposent même de devenir des vassaux de l'empire s'ils peuvent garder leur autonomie. Ce à quoi l'Empire, qui voulait un état centralisé, a dit « Non, on veut pas !» Qu'à cela ne tienne, Ezo se déclare totalement indépendant le soir de Noël 1868. Au cours de l'hiver, sous l'influence de Français, et en particulier de Jules Brunet, ils élisent leurs dirigeants, une première au Japon. Vous allez me demander pourquoi il y a des Français dans cette histoire, c'est clairement trop complexe et un peu long pour que j'en parle ici, mais les gars, on est au 19e siècle, empires coloniaux, influence géopolitique, tout ça quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils renforcent leur position et leur défense, notamment avec la forteresse de type Vauban de Goryokaku, située juste ici pour être prêt lors d'une nouvelle offensive adverse. Je vous le donne dans le mille, ils étaient pas prêts. Les ennemis ont débarqué à plus de 7000 et les ont déglingués lors de la bataille navale d'Hakodate. Les rebelles ont fini par sortir le petit drapeau blanc et le président Enomoto s'est rendu. C'était la fin de la très succincte République d'Ezo. Cap sur Rijeka, une ville portuaire croate que l'on connaît davantage sous son nom italien, Fiume. Jusqu'en 1918, cette ville est un corpus separatum austro-hongrois, plus simplement un état autonome mais rattaché au royaume d'Autriche-Hongrie qui disparaît avec la fin de la guerre. Et Fiume se retrouve le cul entre le royaume des Serbes, Croates, Slovènes, la future Yougoslavie en gros, et l'Italie. Est-ce que vous sentez le bordel arriver? Surtout que, point crucial, les Italiens ont pris les armes en 1915, en partie dans l'espoir de récupérer des terres
guerre du côté de l'Adriatique. Manière de faire entrer le pays dans la cour des grandes puissances. Ce qui leur avait été assuré lors du pacte secret de Londres. Mais l'accord ne comprenait pas Fiume. Du coup, en 1918, les Français, les Américains et les Anglais s'y installent dans un but précis, en faire un état tampon et potentiellement le siège de la SDN, l'ancêtre de l'ONU. Une décision qui n'était pas forcément au goût de tous, en particulier de ce monsieur, le poète et héros de guerre, Gabriele D'Annunzio, qui n'était pas d'accord. Il a donc pris 20 000 hommes et s'est offert une petite descente sur la ville en septembre 1919, déclarant combattre au nom de l'Italie, Italie qui ne le soutenait pas du tout à ce moment-là. Peu importe, D'Annunzio annonce la création de la régence italienne du Quarnaro dans la ville de Fiume, un état indépendant et autoritaire. Heureusement pour les Fiumiens, qui n'avaient rien demandé, rappelons-le, 15 mois plus tard, c'est déjà la fin. D'Annunzio et ses potes se font rétamer lors du Noël sanglant par les troupes alliées, France, USA, Royaume-Uni. La ville devient alors l'état libre de Fiume, qui ne dure pas longtemps lui non plus, puisqu'en 1922, l'Italie est passée à la mode mussolinienne et elle reprend la ville en mode tiens, ça j'avais oublié, ça c'est à moi en fait. En 1924, le traité de Rome reconnaît officiellement l'annexion du territoire par l'Italie. C'est ainsi qu'après 4 années d'existence, dont 2 en exil, l'état libre de Fiume est définitivement parti en Fiume. J'ai choisi ce fait juste pour faire cette vanne, sachez-le. On va pas se mentir, la colonisation est à l'origine de la disparition de nombreux royaumes et états, notamment en Afrique. Parmi eux, il y avait le très puissant royaume du Dangsomé, qu'on connaît aussi en Europe comme Dahomey. Il est fondé au XVIIe siècle par Gangniesu, je sais pas trop comment ça se prononce, à la suite d'une querelle avec ses 2 frères pour récupérer le royaume d'Alada, un autre état disparu, je vous en cale 2 pour le prix d'un. Pendant plus de 2 siècles, le royaume, qui se nommait d'abord Abomey, est resté soumis au royaume d'Oyo, tout en prenant de plus en plus en puissance. Au XVIIIe siècle, Agadja le Conquérant, un des successeurs de Gangniesu, réussit là où ce dernier avait échoué en conquérant les royaumes d'Alada et Ouida, dirigés par les frères de Gangniesu. C'est à ce moment-là qu'Abomey devient Dangsomé. Cette montée en puissance, le royaume la doit à une pratique pas très glorieuse, le commerce triangulaire, qui leur permet d'échanger des hommes contre des armes. C'est comme ça qu'en 1851, les troupes du roi Gezo dézinguent le royaume d'Oyo et que Dangsomé devient complètement indépendant. À ce moment-là, la monarchie est vraiment à son max, et en parlant de monarchie, celle-ci est absolue. On retrouve des similitudes avec le fonctionnement d'une monarchie européenne, comme une hiérarchie pyramidale dont le roi est à la tête, et tout ce qui va avec, cour blindax, fastueuse, en mode Versailles africain. Petite différence assez notable quand même, pas de mousquetaires, mais des minots, un groupe d'Amazones surentraînés et prêts à en découdre en guise de garde du roi. Malheureusement pour le Dangsomé, au 19e siècle, le royaume décline à vitesse grand V quand les pays européens abolissent l'esclavage, leur coupant leur moyen de subsistance principal. Mais le coup fatal est évidemment porté par la colonisation. La France y envoie le colonel Dodds et ses troupes qui font plier la nation guerrière au rang de protectorat en 1895. Au premier abord, on ne se doute pas que le magnifique château de Malbork en Pologne est un vestige d'un état dirigé par des moines armés jusqu'aux dents. L'état monastique des chevaliers teutoniques était une entité européenne extrêmement puissante et complètement badass qui s'est développée du XIIIe au XVIe siècle. Au départ, l'ordre teutonique avait été fondé pour secourir les pèlerins en Terre Sainte, rien de plus. Mais avec le temps, il est devenu militaire et les moines se sont retrouvés à castagner un peu pour étendre leur pouvoir, quoi. C'est en 1226, à l'initiative du roi Konrad Ier de Mazovie, que l'ordre obtient des terres. Le pays de Chelmno, situé ici, au niveau de la Pologne. Et cerise sur le gâteau, le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique leur ont garanti qu'ils auraient la souveraineté sur tous les territoires qu'ils soumettaient. Oh bah autant vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les religieux ils sont pas allés de main morte, car en l'espace d'un siècle, ils ont conquis une énorme partie des pays baltes, et en 1400, l'État est à son apogée la plus totale. Comme les autres États de cette vidéo, la fame ne dure qu'un temps, et dès 1410, c'est le début de la débandade avec la défaite cuisante lors de la bataille de Grunwald face à leur ancien allié, la Pologne, qu'ils ont apparemment un peu trop chauffé avec leur expansion. Résultat, l'État a végété sous les attaques ennemies avant de totalement disparaître en 1525. Il a néanmoins laissé de très beaux monuments à l'humanité, à Königsberg, Marienburg ou encore Torun.
Connaissez-vous le panarabisme? C'est un mouvement politique et culturel qui a eu son essor dans les années 50 et 60 et qui œuvrait en gros pour une unification des pays et peuples arabes. En mode, les gars, on a quand même pas mal de choses en commun, faisons équipe. Il faut comprendre qu'à l'époque, le Moyen-Orient est fortement impacté par la guerre froide. En fait, c'est même devenu une des tables de ping-pong sur lesquelles les Soviétiques et les Américains s'affrontent. Tenez, petite carte à l'appui, en rouge, c'est les alliés de l'URSS, en bleu, ceux des États-Unis. On comprend mieux pourquoi la Syrie et l'Égypte ont souhaité se sortir de ces influences et former un bloc indépendant en 1958. La République arabe unie était née. On se rend pas trop compte de nos jours, mais à l'époque, l'événement a une déflagration énorme. Manifestations de joie un peu partout dans le monde arabe, mais en contrepartie, révoltes qui ont fini par être matées par le bloc de l'Ouest. Les deux anciens pays sont rapidement rejoints par le Yémen du Nord, dont je vous avais parlé dans l'autre top 7 sur les pays qui n'existent plus. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nasser, le président égyptien, a profité de son aura de héros du monde arabe, qu'il a obtenu notamment lors de la crise du canal de Suez, pour se mettre à la tête de ce nouvel État fort et centralisé, dirigé depuis le Caire. Le régime de Nasser a notamment imposé des bureaucrates égyptiens à la Syrie, ce qui n'a pas trop plu à la bourgeoisie syrienne, qui a eu l'impression de se sentir, comment dire, il y avait un petit relent de colonisation quoi. Tout ça, plus d'autres détails que je vous passe, provoque inévitablement la scission de la Syrie, qui va prendre forme par le coup d'état de Damas en 1961. 3 ans seulement après ses débuts, la République est déjà enterrée. Les 3 pays reprennent alors leur route, mais cette fois-ci séparément. L'Empire russe, avant la Première Guerre mondiale, c'est ça. Un territoire immense, plusieurs peuples, le tout dirigé depuis la ville du tsar, Saint-Pétersbourg. Et puis, la révolution russe de 1917 fout le bazar partout dans l'Empire, y compris à 2550 km du palais impérial, à Bakou. L'actuelle capitale de l'Azerbaïdjan s'est elle aussi retrouvée au milieu des affrontements entre les royalistes, les bolcheviks, en gros des socialistes un peu radicaux, et les mencheviks, en gros des socialistes un peu plus modérés. Mais attendez, parce que à ce foutoir, il faut rajouter la petite spécificité de Bakou, les révolutionnaires arméniens et la population azerbaïdjanaise. De toutes ces tensions émerge la commune de Bakou le 25 avril 1918, fondée par les bolcheviks qui ont pris les rênes de la ville. 3 mois plus tard, la commune c'est fini. Ils se font jarter par les mencheviks et les nationalistes arméniens, qui ne perdent pas de temps et mettent en place dans la foulée le comité central de la flotte militaire de la Caspienne, qui a été surnommé la dictature centro-caspienne. État qui va réussir l'exploit de durer encore moins longtemps que son prédécesseur, 1 mois et demi. Ah mais c'est du rapide à l'époque, mais c'est suffisamment long pour que la dictature soit reconnue par les Britanniques et qu'elle obtienne même le soutien de ces derniers contre les Ottomans qui sont aux portes de la ville. Ah je vous avais pas parlé encore des Ottomans. Ça va vous sinon? Je suis désolé, hein, moi je ne fais que raconter ce qui s'est passé. En plus des différents ennemis potentiels qu'on a déjà évoqués, il fallait gérer les Ottomans qui ont vu une belle aubaine de récupérer leurs anciennes terres conquises par les Russes. Oui parce que Bakou ça a été aux Ottomans et ils veulent la récupérer. Le Royaume-Uni envoie donc des troupes à Bakou, officiellement pour protéger la dictature des Ottomans, officieusement pour récupérer un max de pétrole dans la région. Quoi qu'il en soit, ils auraient dû venir avec un petit peu plus de monde, parce que le 15 septembre 1918, les Ottomans rencontrent très peu de résistance et marchent sur la ville, échec et mat pour la dictature. N'empêche, quand je vois tous ces pays disparus, parfois en un temps éclair, ça me rend très curieux de l'avenir de notre planète. Bref, des anciens états comme ça, il en existe des centaines et des centaines, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, on fera certainement un autre épisode. En tout cas, merci encore de m'avoir accompagné pour cette plongée dans les cartes, ça faisait longtemps. Moi je vous dis à dimanche prochain, salut Internet.